Il y a un métal dans votre cuisine en ce moment, et si quelqu'un l'avait utilisé correctement, il aurait pu vider les coffres d'une banque centrale sans que personne ne s'en aperçoive pendant des années. Pas une rumeur, pas une théorie complotiste, un fait physique, froid, vérifiable, que vous pouvez tester vous-même avec les bons instruments. Et le plus troublant là-dedans, c'est que ce métal ne ressemble à rien de spécial. Il n'a pas l'air dangereux, il n'a pas d'odeur particulière. Il est gris, lourd, silencieux. Il attend. Julien Marceau travaillait comme expert en authenticité pour une maison de vente aux enchères spécialisée dans les minéraux rares et les pierres précieuses. 20 ans de métier. Il avait le genre de regard qui fait qu'on pose les objets devant lui sans même poser de questions, parce qu'on sait qu'il va voir quelque chose que personne d'autre ne verra. Un soir de semaine ordinaire, alors qu'il finissait un verre de vin blanc debout dans sa cuisine, son téléphone sonne. Numéro masqué. Il hésite une seconde, décroche. Une voix d'homme, calme, presque trop calme, lui dit simplement que le lot numéro 47 de la dernière vente n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Puis la ligne coupe. Julien pose son verre. Il reste là, immobile, à regarder le carrelage de sa cuisine. Le lot 47. 12 pierres calibrées, présentées comme des variétés rares d'un oxyde naturel à haute densité. Elles avaient passé 3 contrôles indépendants avant la vente. 3 experts différents, 3 laboratoires différents, 3 résultats identiques. Tout était conforme. Le poids, la géométrie, la réaction au test de surface. Et pourtant, quelqu'un venait de lui appeler en pleine nuit pour lui dire que quelque chose clochait. Le lendemain matin, il rappelle l'acheteur. Un collectionneur discret, la cinquantaine, qui répond au 3e appel avec une voix fatiguée, comme s'il n'avait pas dormi. Il dit qu'il a refait une mesure lui-même, une mesure que les laboratoires n'avaient pas jugé utile de faire parce qu'elle sort des protocoles habituels. Il a mesuré la vitesse à laquelle le son traverse les pierres, et là, quelque chose ne correspondait pas. Pas énormément, pas de façon spectaculaire, juste une légère déviation, infime, mais réelle. Julien connaît cette déviation. Il sait exactement ce qu'elle signifie. Et c'est précisément pour ça qu'il se rassoit et souffle lentement par le nez avant de répondre quoi que ce soit. Parce qu'il sait que si son intuition est bonne, ce n'est pas seulement le lot 47 qui est concerné. C'est toute une méthode de fraude, sophistiquée, patiente, qui repose sur une propriété physique que la nature elle-même a rendue presque indétectable. Une propriété qui n'a pas été inventée par un escroc. Une propriété qui existe depuis des milliards d'années. Et personne dans le milieu n'avait vraiment pris le temps d'y réfléchir sérieusement. Jusqu'à cette nuit-là. Ce que Julien n'avait pas encore dit à son interlocuteur, c'est que ce métal particulier, celui qui rendait l'imposture possible, il l'avait déjà croisé dans un contexte très différent. Dans un couloir, il y a quelques mois. Un homme lui avait glissé quelques mots à voix basse, entre 2 portes, et lui avait demandé de ne jamais répéter ce qu'il venait d'entendre. Julien n'avait pas répété, jusqu'à maintenant. Si cette histoire vous fascine autant qu'elle me fascine, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, ça m'aide vraiment à continuer ce genre d'enquête. Quelques mois plus tôt donc, une institution financière de taille respectable avait commandé un audit interne de ses réserves physiques. Pas une procédure habituelle. Ce genre d'audit se fait normalement tous les 5 à 7 ans, de façon routinière, avec des techniciens certifiés et des formulaires en triple exemplaire. Mais là, la demande était venue d'en haut, sans explication formelle, et avec une discrétion inhabituelle. On avait demandé à 2 techniciens extérieurs de procéder aux vérifications sans passer par les canaux internes habituels. Ce détail, en apparence anodin, était en réalité le premier signal que quelque chose n'allait pas. Julien avait été contacté non pas comme expert principal, mais comme consultant secondaire, le genre de rôle qu'on donne à quelqu'un en qui on a confiance et dont on veut l'avis sans que son nom apparaisse officiellement dans le rapport. Il s'était rendu dans les locaux un mardi matin, avec juste un sac à dos et ses instruments. L'odeur de l'endroit l'avait frappé en premier. Ce mélange froid et métallique d'air climatisé et de béton propre, cette absence totale de vie organique, comme si l'air lui-même avait été stérilisé. Les couloirs étaient larges, éclairés au néon blanc et parfaitement silencieux.
Le genre d'endroit qui vous rappelle que l'argent, le vrai, le tangible, n'a pas d'odeur, mais a une texture de silence. Les premiers échantillons présentés ne montraient rien d'anormal. Julien avait procédé méthodiquement, sans précipitation. Puis, au 12e échantillon, quelque chose avait légèrement dévié sur sa mesure. Il avait recommencé. Même résultat. Il avait regardé le technicien à côté de lui. Le technicien avait regardé ses propres relevés. Aucun des deux n'avait dit un mot pendant plusieurs secondes. Puis le technicien avait juste dit, très doucement, qu'il allait chercher le responsable de l'audit. Le responsable était arrivé 5 minutes plus tard. Julien lui avait montré les chiffres. L'homme avait lu, relu, posé le document sur la table, croisé les bras et regardé le mur pendant un long moment. Puis il avait demandé à Julien de ne rien consigner dans le rapport officiel pour l'instant, de simplement attendre. Julien avait attendu dans un couloir, assis sur une chaise en plastique, pendant 2 heures. Personne n'était revenu lui parler officiellement. Mais en sortant, dans ce même couloir, un homme qu'il ne connaissait pas l'avait croisé et lui avait murmuré, sans s'arrêter, sans le regarder, que ce qu'il avait trouvé n'était pas un accident, que c'était la 2e fois. Et qu'il y avait un métal derrière tout ça, un métal que personne ne regardait jamais vraiment, parce que personne n'avait de raison de le soupçonner. Julien n'avait pas eu le temps de se retourner. L'homme avait déjà disparu au bout du couloir. Et Julien était resté là, avec cette phrase suspendue dans l'air froid, et la sensation très nette que ce qu'il venait d'entendre allait changer quelque chose. Ce métal que personne ne soupçonne, il est en ce moment dans le forêt que votre voisin utilise pour percer ses murs, dans le scanner qui a photographié vos poumons la dernière fois que vous avez fait une radio, et très probablement dans la poche de votre veste, à l'intérieur du téléphone que vous avez posé distraitement sur la table il y a 5 minutes. Il est partout, absolument partout. Et c'est précisément pour ça que personne ne le regarde. On ne regarde jamais vraiment ce qui est partout. Julien avait mis 3 jours après sa sortie de ce couloir pour mettre un nom précis sur ce que l'homme lui avait murmuré. Pas parce qu'il ne connaissait pas ce métal, il le connaissait très bien, mais parce que l'idée elle-même lui semblait trop simple pour être vraie, trop évidente. Le genre de choses qu'on aurait dû voir venir depuis longtemps et que pourtant, personne n'avait vraiment pris au sérieux à grande échelle. Ce métal s'appelle le tungstène, et sa particularité la plus étrange, la plus dérangeante, c'est une coïncidence que la nature a produite sans se soucier des conséquences pour qui que ce soit. La densité de l'or est de 19,32 grammes par centimètre cube. La densité du tungstène est de 19,3. La différence entre les deux est inférieure à 1%, moins d'1%. C'est moins que la marge d'erreur de la plupart des instruments de mesure standard utilisés dans les vérifications courantes. Si vous prenez un bloc de tungstène, vous lui donnez la forme exacte d'une pierre précieuse calibrée ou d'un lingot standard, vous le recouvrez d'une fine couche du vrai matériau, vous obtenez un objet qui pèse correctement, qui a les bonnes dimensions, qui réagit normalement au test de surface. Un expert sans équipement spécialisé ne verra rien. Un laboratoire qui ne cherche pas spécifiquement cette substitution ne la trouvera pas non plus. Ce n'est pas une technique nouvelle. Des cas documentés existent. Un établissement bancaire en Afrique de l'Est avait découvert des substitutions dans ses propres stocks après avoir envoyé plusieurs unités à la refonte et trouvé un métal gris à l'intérieur. Une société de négoce en Europe centrale avait perdu une somme considérable après avoir acheté des lots certifiés qui s'étaient révélés creux à l'intérieur, avec un noyau de tungstène soigneusement ajusté au poids exact. Dans les 2 cas, les fraudes avaient fonctionné pendant des mois, parfois des années, parce que personne n'avait jugé utile de mesurer la vitesse de propagation du son à travers le matériau. C'est pourtant là que tout se trahit. Le son traverse le tungstène à environ 5200 mètres par seconde. Il traverse l'or à environ 3200 mètres par seconde. La différence est énorme, immédiate, impossible à maquiller. Mais encore faut-il penser à chercher. Ce qui troublait Julien, ce n'était pas la sophistication de la méthode, c'était sa banalité. Le tungstène n'est pas une matière rare réservée aux laboratoires secrets. Il est industriel, accessible, produit en quantité massive chaque année pour des usages complètement ordinaires. Des milliers de tonnes sont transformées chaque année en outils de coupe,
en contacts électriques, en blindage, en équipements médicaux. Son prix est sans commune mesure avec celui de l'or. Un escroc n'a pas besoin de moyens extraordinaires pour s'en procurer. Il a juste besoin de savoir que cette coïncidence de densité existe et que les systèmes de vérification standards ne sont pas conçus pour la détecter. Julien avait posé ses notes à plat sur sa table, un soir, et il avait regardé tout ça pendant un long moment. La lumière de sa lampe de bureau éclairait les chiffres par en dessous et projetait une ombre douce sur le mur derrière lui. Il avait pensé à quelque chose d'assez vertigineux. Cette fraude repose entièrement sur une propriété physique que personne n'a inventée. Personne n'a créé cette proximité de densité dans un laboratoire clandestin. Elle existe depuis que ces deux éléments existent. Depuis des milliards d'années. Et c'est là que l'histoire du tungstène cesse d'être une histoire de fraude pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que si on veut vraiment comprendre pourquoi ce métal est ce qu'il est, pourquoi il a exactement cette densité, pourquoi il résiste à des températures que rien d'autre ne peut supporter, pourquoi il est simultanément partout et invisible, il faut remonter très loin. Beaucoup plus loin que les laboratoires, beaucoup plus loin que les guerres, beaucoup plus loin que les premiers humains qui ont ramassé des pierres dans des rivières. Il faut remonter à l'endroit où la matière elle-même a été fabriquée. Et cet endroit n'est pas sur Terre. Les étoiles sont des usines. C'est la façon la plus simple et la plus exacte de les décrire. Elles prennent de l'hydrogène, elles le compriment, elles le chauffent jusqu'à des températures impossibles, et elles fabriquent des éléments plus lourds. L'hélium d'abord, puis le carbone, l'oxygène, le silicium, et ainsi de suite jusqu'au fer. Le fer est la limite. Une étoile qui fabrique du fer atteint le bout de ce qu'elle peut faire. Au-delà du fer, la fusion nucléaire consomme plus d'énergie qu'elle n'en produit. Une étoile ordinaire ne peut pas aller plus loin. Elle ne peut pas fabriquer de tungstène. Elle ne peut pas fabriquer d'or, ni de plomb, ni d'uranium. Tout ce qui est plus lourd que le fer est hors de sa portée. Alors comment le tungstène est-il arrivé dans la croûte terrestre? Comment est-il arrivé dans vos outils, dans vos téléphones, dans les stocks de cette institution financière que Julien avait visitée? La réponse a été trouvée non pas dans un laboratoire de chimie, non pas dans une mine, mais grâce à une vibration. Une vibration détectée par des instruments si sensibles qu'ils peuvent percevoir le frémissement produit par la collision de deux objets situés à des centaines de millions d'années-lumière de nous. Quand deux étoiles mortes, des étoiles à neutrons, entrent en collision, elles libèrent en quelques fractions de seconde une quantité d'énergie si colossale que les conditions nécessaires pour fabriquer des éléments lourds sont enfin réunies. En un instant, des quantités massives de tungstène, d'or, de platine sont créées et projetées dans l'espace. Ces fragments voyagent pendant des millions d'années, rejoignent des nuages de gaz, deviennent des planètes, dont la nôtre. Chaque atome de tungstène sur Terre a été fabriqué dans l'explosion d'une étoile morte avant même que notre Soleil existe. Ce n'est pas une image, c'est une chaîne causale directe, vérifiable, mesurable. Et ce même atome, après ce voyage de plusieurs milliards d'années, s'est retrouvé dans la croûte terrestre, puis dans une mine, puis dans une usine, puis peut-être dans les mains d'un escroc qui avait compris quelque chose que les banques n'avaient pas vu. Le tungstène ne cherchait pas à tromper. La nature, elle, n'a jamais eu cette intention. Mais quelqu'un avait lu attentivement ce que la nature avait écrit, et ce quelqu'un avait décidé d'en faire usage. Ce qui rend cette histoire vraiment difficile à lâcher, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. Parce que le tungstène n'a pas attendu les escrocs pour jouer un rôle dans les affaires humaines. Il a une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus violente et beaucoup plus ancienne que n'importe quelle fraude financière. Une histoire qui commence dans des galeries sombres, avec des hommes qui ne savaient pas ce qu'ils tenaient dans leurs mains et qui lui ont donné le nom d'un prédateur parce qu'ils dévoraient leur travail sans jamais se montrer. Des hommes ont travaillé pendant des générations entières à côté du tungstène sans jamais savoir qu'il existait. Et ce métal les a ruinés en silence, nuit après nuit, pendant plus de 300 ans. Pas une exagération, 300 ans. Des pères, des fils, des petits-fils, tous dans les mêmes galeries, tous avec les mêmes outils, tous victimes de la même chose, sans jamais comprendre ce qui se passait. Pour saisir à quel point cette histoire est étrange,
Il faut s'imaginer dans ces régions montagneuses d'Europe centrale, plusieurs siècles en arrière, à une époque où l'étain était aussi précieux que l'acier l'est aujourd'hui. Les fondeurs de ces régions avaient un savoir-faire transmis de génération en génération. Ils connaissaient leurs fours, leurs minerais, leur température. Ils savaient exactement combien de métal une certaine quantité de roche devait produire. C'était une science empirique, dure, précise, gagnée à force d'expériences accumulées sur des décennies. Et parfois, sans raison visible, tout s'effondrait. Une fournée qui aurait dû donner 100 unités d'étain pur n'en donnait que 60, ou 50, ou moins encore. Le four avait bien fonctionné, la température était correcte, la quantité de minerais était la même que d'habitude. Et pourtant, le résultat était là, maigre et inexplicable, au fond du creuset. Des journées entières de travail, du combustible brûlé, des bras épuisés, et une production qui ne couvrait même pas les coûts. Ces hommes cherchaient une explication. Ils regardaient leurs minerais, ils regardaient leurs roches, et parfois ils remarquaient ce minéral sombre et lourd qui se glissait dans la masse, dense, presque huileux à la surface, qui pesait dans la main d'une façon qui n'avait pas l'air naturelle. Ce minéral noir, ils ne savaient pas ce qu'il était. Ils savaient juste qu'il apparaissait dans les mauvaises fournées. Alors ils lui ont donné un nom qui résumait tout ce qu'ils ressentaient. Ils l'ont appelé le loup. Pas métaphoriquement, pas poétiquement. Avec toute la haine concrète de quelqu'un qui a perdu son salaire de la semaine à cause d'un prédateur invisible. Le loup mange les moutons. Ce minéral mangeait l'étain. Il le volait, littéralement, en formant avec lui des composés chimiques qui partaient dans le laitier au lieu de se transformer en métal utile. Les fondeurs ne connaissaient pas la chimie. Ils connaissaient le résultat. Et le résultat était une perte sèche, répétée, incompréhensible. Ce qui est vertigineux, c'est que ce nom a survécu. Il a traversé les siècles, il a été repris par les premiers chimistes qui ont étudié ce minéral, et il est devenu le nom officiel de l'élément dans toute la nomenclature scientifique internationale. Le tungstène doit son nom à une malédiction, à la rage de travailleurs anonymes qui ne savaient pas qu'ils côtoyaient l'un des métaux les plus extraordinaires que l'univers ait jamais produit. Ils voyaient un voleur, ils nommaient un trésor, ils ne pouvaient pas savoir. Personne ne pouvait savoir encore. Ce que ces fondeurs ignoraient, et ce que Julien avait rappelé à son interlocuteur ce matin-là au téléphone, c'est que cette propriété dévorante du tungstène, cette capacité à s'associer chimiquement à d'autres métaux et à les rendre inaccessibles, est la même logique physique qui permet la fraude moderne. Le tungstène ne se contente pas de ressembler à l'or de l'extérieur. Il interagit, il s'intègre, il s'impose. C'est dans sa nature depuis le début. Depuis les galeries sombres jusqu'aux coffres climatisés, il fait exactement la même chose. Il prend la place de quelque chose d'autre. Et pendant longtemps, personne ne comprend pourquoi. Mais l'histoire du tungstène ne s'arrête pas au fondeur. Parce qu'à un moment, quelqu'un a voulu vraiment savoir ce que ce minéral contenait. Et cette personne a failli réussir. Failli seulement. Il s'appelait Émile Varenne. Enfin, ce n'était pas son vrai nom, mais c'est celui que j'utilise pour raconter cette histoire. Parce que ce qui lui est arrivé mérite d'être raconté avec un visage, pas avec une simple référence bibliographique. Émile était pharmacien dans une petite ville, autodidacte complet en chimie, du genre à travailler 16 heures par jour dans un espace à peine plus grand qu'un garde-manger, entouré de fioles, de fourneaux et de cahiers remplis d'une écriture minuscule et serrée. Il n'avait pas fait les grandes écoles. Il n'avait pas de laboratoire institutionnel, pas de réseau académique, pas d'assistant. Il avait juste une curiosité qui ne le lâchait pas et une méthode rigoureuse construite entièrement par lui-même. À force de travailler sur différents minerais, Émile était tombé sur ce minéral sombre que les fondeurs fuyaient. Il l'avait pesé, observé, chauffé sous différentes conditions. Il avait compris rapidement que ce qu'il avait devant lui n'était pas un simple contaminant. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose de structuré, quelque chose d'inconnu. Il avait isolé un acide particulier en traitant le minéral avec de la chaleur et des réactifs, un résidu jaunâtre qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu avant. Il avait noté avec précision que ce résidu contenait très probablement un élément métallique nouveau, non répertorié, non nommé.
Ces cahiers décrivaient la couleur, la texture, le comportement thermique, avec une exactitude qui faisait froid dans le dos à relire aujourd'hui. Il n'avait pas réussi à extraire le métal pur. Pas faute de méthode, mais faute de moyens, et surtout, faute de temps. Parce qu'Émile avait une habitude qui était parfaitement normale pour un chimiste de son époque, et qui était en train de le détruire lentement. Il goûtait, sentait, touchait tout ce qu'il préparait. Sans protection, sans précaution particulière, parce que personne n'en prenait à cette époque. Les substances qu'il manipulait quotidiennement s'accumulaient dans son organisme. Sa santé s'était dégradée progressivement, discrètement, de la même façon que le tungstène volait l'étain, sans bruit et sans se montrer. À 42 ans, il était épuisé. À 44, il ne pouvait presque plus travailler. Il est mort peu après, sans avoir publié de résultats définitifs, sans avoir extrait ce métal qu'il avait pourtant tenu entre les mains sans le savoir. Ces cahiers ont circulé. 2 frères, chercheurs dans une institution académique d'un autre pays, les ont lus attentivement. Ils ont repris exactement là où Émile s'était arrêté. Ils avaient le même minerai, la même méthode décrite dans ses notes, et ils avaient ce qu'Émile n'avait plus, du temps et un équipement légèrement meilleur. En quelques semaines, ils ont réussi à extraire le métal pur pour la première fois. Ils ont publié leurs résultats. La découverte officielle porte leur nom. Émile n'est mentionné nulle part dans les documents fondateurs. Ce que cette histoire dit sur la façon dont la science fonctionne est assez dur à digérer. Le travail le plus difficile, le plus risqué, celui qui a coûté une vie, est resté invisible. La dernière étape, celle qui a pris quelques semaines, a tout emporté. Ce n'est pas une injustice extraordinaire, c'est une injustice ordinaire, répétée des dizaines de fois dans l'histoire des sciences, et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore plus difficile à accepter. Le métal qu'Émile a tenu dans ses mains, sans jamais le voir entier, allait pourtant changer le monde d'une façon qu'aucun des 3 hommes n'aurait pu imaginer. Le tungstène a été officiellement découvert, et personne n'en a rien fait pendant presque 100 ans. 100 ans. Une découverte scientifique complète, documentée, publiée, et le monde l'a regardée, a haussé les épaules et est passé à autre chose. Ce n'est pas une exagération, c'est exactement ce qui s'est passé. Et cette indifférence collective a une leçon à l'intérieur qui mérite qu'on s'y arrête. Les 2 frères qui avaient extrait le métal pur avaient fait leur travail correctement. Ils avaient décrit ses propriétés, sa couleur gris-acier, son poids inhabituellement élevé dans la main, sa résistance à la chaleur. Ce dernier point, ils l'avaient noté avec soin. Ce métal ne fondait pas facilement. Il résistait à des températures que tous les autres métaux connus ne pouvaient pas supporter. Sur le papier, c'était une propriété remarquable. Dans les faits, à cette époque, personne ne savait quoi en faire. Les industries de l'époque n'avaient pas de processus qui demandait un matériau capable de résister à des températures extrêmes. Elles travaillaient le fer, le cuivre, le plomb. Le tungstène était trop dur à fondre, trop difficile à façonner, trop coûteux à extraire pour un usage qui n'existait pas encore. Alors il a attendu. Pas dans un coffre, pas dans un laboratoire secret. Il attendait dans les étagères des collections minéralogiques, dans les notices des encyclopédies scientifiques, dans les notes de bas de page des traités de chimie. Il était là, parfaitement décrit, parfaitement réel, et parfaitement inutile aux yeux du monde. Une réponse sans question, une solution sans problème, une clé sans serrure. Pendant presque un siècle, le tungstène a été exactement ça. Et puis quelqu'un a inventé la serrure. Ce quelqu'un n'était pas un scientifique au sens académique du terme. C'était un ingénieur obsessionnel, du genre à ne pas dormir quand un problème technique n'est pas résolu, du genre à recommencer la même expérience 40 fois, en changeant juste un paramètre à chaque fois, avec une patience qui ressemblait de l'extérieur à de l'entêtement, mais qui était en réalité quelque chose de plus précis, une incapacité physique à accepter que quelque chose ne fonctionne pas encore. Appelons-le Nicolas, parce que cette histoire a besoin d'un visage, encore une fois. Nicolas travaillait sur un problème qui préoccupait tous les ingénieurs de son époque. Comment fabriquer une source de lumière artificielle qui dure? Les premières ampoules existaient déjà. Leurs filaments carbonisés tenaient quelques heures, parfois une nuit entière si tout se passait bien. Mais dès que le filament chauffait trop, il se consumait.
Il fallait un matériau qui pouvait rougeoyer pendant des milliers d'heures sans se détruire. Un matériau qui transformait la chaleur en lumière sans se sacrifier dans le processus. Théoriquement, le candidat idéal était évident. Le métal avec la résistance à la chaleur la plus élevée connue. Le tungstène. Pratiquement, c'était un désastre. Le tungstène à l'état naturel est un métal qui se présente sous forme de poudre après extraction. Cette poudre est extrêmement dure, extrêmement dense et totalement impossible à étirer en fil fin. Chaque tentative pour en faire un filament se terminait de la même façon. Le métal se fragmentait. Pas progressivement, pas en s'effilochant. Il se brisait net, comme du verre, avec ce petit bruit sec qui devenait, après des semaines d'essais, le son le plus décourageant qu'on puisse imaginer. Nicolas connaissait ce bruit par cœur. Il l'entendait plusieurs fois par jour. Il l'entendait probablement dans ses rêves. Ce qui le gardait debout, c'était une conviction simple. Si ce métal résistait à des températures que rien d'autre ne pouvait supporter, alors il existait forcément une façon de le rendre utilisable. La matière ne produisait pas des propriétés inutilisables. Elle produisait des propriétés que les humains n'avaient pas encore appris à exploiter. La différence était importante. Pas une limite physique, juste une limite de méthode. Et les limites de méthode se franchissent. Il a fallu des années de poudre compressée, chauffée, refroidie, testée, brisée. Des années de petites modifications, de températures légèrement différentes, de pressions légèrement différentes, de durées légèrement différentes. Et puis, à un moment précis, dans des conditions très particulières de température et de pression, appliquées de façon séquentielle, quelque chose a changé dans la structure interne du métal. La poudre compressée s'est comportée différemment. Elle a accepté d'être travaillée. Pas facilement, pas comme de l'argile entre les doigts, mais suffisamment pour qu'on puisse en étirer un filament. Un filament fin comme un cheveu, solide, capable de rougeoyer pendant des heures sans se briser. La nuit où ce premier filament a tenu le temps qu'il fallait, il n'y a pas eu de célébration particulière. Nicolas avait noté le résultat dans son registre, rangé ses outils, et était rentré chez lui dans l'obscurité froide du couloir de son atelier. Pas de champagne, pas d'exclamation. Juste la satisfaction sèche et silencieuse de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il vient de faire et qui n'a pas besoin que les autres le lui confirment. Ce filament allait éclairer des millions de pièces, des millions de soirées, des millions de vies qui allaient se dérouler sous cette lumière chaude et stable, sans que personne ne pense jamais à ce métal gris qui brûlait tranquillement derrière le verre. Et c'est précisément là que l'histoire du tungstène prend un tournant que personne n'avait anticipé. Parce que cette ampoule, ce filament qui chauffait et rougeoyait et produisait de la lumière, avait commencé à poser aux physiciens une question à laquelle la science entière était incapable de répondre. Une question si simple en apparence et si destructrice dans ses implications qu'elle a fini par renverser la totalité de ce que les scientifiques croyaient savoir sur le fonctionnement de la matière. Ce n'est pas une façon de parler, c'est littéralement ce qui s'est passé. Et tout a commencé avec la couleur de la lumière émise par un métal qu'on chauffait. Une ampoule a cassé la physique. Pas métaphoriquement, littéralement. Le filament de tungstène qui rougeoyait dans son globe de verre a posé une question à laquelle les équations les plus solides de la science de l'époque ne pouvaient pas répondre. Et cette incapacité a forcé les physiciens à réécrire leur compréhension de la réalité depuis le début. Tout ce que vous utilisez aujourd'hui, votre téléphone, votre ordinateur, les scanners médicaux, les panneaux solaires, tout ça existe parce qu'un filament de tungstène a refusé de se comporter comme la théorie le prévoyait. Voilà ce qui s'était passé. Quand un corps est chauffé, il émet de la lumière. Ce phénomène, tout le monde le connaît intuitivement. Un métal qu'on chauffe commence par rougeoyer dans les teintes sombres, puis passe à l'orange, puis au jaune, puis au blanc brillant à mesure que la température monte. Les physiciens de l'époque voulaient décrire ce phénomène avec des équations précises. Pas juste l'observer, le calculer. Prédire exactement quelle quantité de lumière est émise à quelle longueur d'onde pour une température donnée. Une question en apparence technique, presque administrative. Ils ont pris leurs meilleures équations, celles qui avaient fonctionné pour absolument tout le reste, et ils ont fait les calculs. Le résultat était une catastrophe mathématique.
Selon ces équations, un corps chauffé devait émettre une quantité d'énergie infinie dans les longueurs d'onde courtes, dans l'ultraviolet. Infinie. Pas très grande, pas difficile à mesurer. Infinie. Ce qui est physiquement absurde, parce que rien dans la nature n'émet une énergie infinie. Chaque ampoule, chaque morceau de métal chauffé que n'importe qui pouvait observer à cette époque montrait clairement que cette énergie infinie n'existait pas. Mais les équations la prédisaient. C'était comme si les mathématiques les plus rigoureuses disponibles produisaient une réponse que la réalité refusait catégoriquement. Les physiciens ont appelé ça la catastrophe ultraviolette. Ce nom en dit long sur l'état d'esprit de l'époque. Ce n'était pas un problème mineur à corriger, c'était un effondrement. La physique classique, celle qui avait expliqué les planètes, les marées, les machines à vapeur, la propagation du son, se retrouvait incapable de décrire quelque chose d'aussi simple qu'une ampoule qui brille. Un physicien a fini par trouver une sortie. Appelons-le Arnaud. Il était méthodique, un peu obsessionnel dans son travail, du genre à ne pas lâcher un problème, même quand tous ses collègues avaient décidé que la solution viendrait plus tard. Il a travaillé les équations sous tous les angles pendant des mois, et il a fini par trouver une modification mathématique qui donnait le bon résultat. Mais cette modification avait un prix. Pour que les équations fonctionnent, il fallait accepter une hypothèse radicale. L'énergie ne se diffuse pas de façon continue, comme de l'eau qui coule. Elle se transmet en petits paquets discrets, des unités minimales en dessous desquelles on ne peut pas descendre. Il a appelé ces paquets des quantas. Arnaud lui-même n'était pas sûr que cette hypothèse corresponde à quelque chose de réel dans la nature. Pour lui, au départ, c'était un artifice mathématique, un truc qui marchait sur le papier sans qu'il sache exactement pourquoi. Mais les chiffres étaient corrects. Pour la première fois, les calculs correspondaient à ce que l'on observait. Le filament de tungstène qui rougeoyait dans son ampoule se comportait exactement comme les équations modifiées le prédisaient. Pas d'énergie infinie, pas de catastrophe. Juste de la lumière, propre, mesurable, réelle. Cette hypothèse sur les quantas d'énergie est devenue la mécanique quantique. Et la mécanique quantique est devenue le fondement de toute la physique moderne. Elle a permis de comprendre comment les atomes sont construits, comment les électrons se comportent, comment la matière interagit avec la lumière. Sans elle, les transistors n'existent pas. Sans transistors, pas de circuits intégrés. Sans circuits intégrés, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas d'Internet, pas de rien de ce qui définit la vie contemporaine. La chaîne causale part d'un filament de tungstène dans une ampoule. Elle arrive jusqu'à l'écran sur lequel vous regardez peut-être cette vidéo. Ce qui frappe Julien, quand il repense à tout ça, c'est la façon dont une chose en contient une autre sans qu'on le sache. Une ampoule contenait une révolution scientifique. Un minéral maudit par des fondeurs contenait le métal le plus utile de la civilisation moderne. Un métal industriel banal contenait la clé d'une fraude financière presque indétectable. Et tout ça était là, silencieux, en attente, bien avant que quelqu'un ait les outils pour le voir. Comme cette phrase qu'on lui avait murmurée dans un couloir, et qui contenait une histoire beaucoup plus grande que les mots utilisés pour la dire. Mais pendant que les physiciens débattaient de quanta, et que Nicolas regardait ces filaments tenir dans leurs ampoules, quelque chose d'autre était en train de se préparer. Quelque chose qui allait montrer au monde entier que le tungstène n'était pas seulement utile dans les laboratoires et les maisons, qu'il pouvait changer l'issue d'une démonstration industrielle devant des centaines de personnes, et que certains de ces spectateurs n'étaient pas là pour acheter des machines. Cette démonstration a eu lieu lors d'une grande exposition industrielle, dans une salle immense et bruyante, remplie de stands et de machines en fonctionnement. Un fabricant d'outils de coupe avait amené son équipement, une fraiseuse modifiée, équipée d'un outil dont l'alliage contenait du tungstène. La machine était posée sur une estrade, entourée de copeaux de métal déjà tombés des démonstrations précédentes. L'odeur de métal chaud flottait dans toute la salle, ce mélange âcre et légèrement brûlé qui colle aux vêtements et aux narines. Quand la machine a démarré et que l'outil a attaqué la pièce d'acier, quelque chose s'est passé que personne dans le public n'avait vu avant. La vitesse d'usinage était 3 fois supérieure à n'importe quel outil standard. La pièce d'acier se découpait comme si elle offrait à peine de résistance. Les copeaux volaient en spirale régulière et l'outil, lui, restait intact, froid,
propre. Les ingénieurs dans le public s'étaient penchés vers l'avant presque simultanément, instinctivement, comme si quelque chose d'anormal venait de se produire et qu'il fallait mieux regarder pour confirmer. Plusieurs ont sorti des carnets. Quelques-uns ont quitté la salle immédiatement après la démonstration, sans parler à personne. Ces gens-là n'étaient pas des ingénieurs d'usine. Ils portaient des costumes trop bien coupés pour des techniciens, et ils prenaient des notes sur des carnets qui n'avaient pas de logo d'entreprise commerciale sur la couverture. Julien l'avait appris bien plus tard, en lisant des documents d'archives sur la période. Ces observateurs travaillaient pour des États, pas pour des fabricants. Et ce qu'ils avaient compris ce jour-là dans cette salle enfumée, c'est qu'un pays qui contrôlait ce métal pouvait produire des équipements industriels que les autres ne pouvaient pas produire. Et dans un monde qui se préparait à une guerre, produire plus vite et mieux que l'adversaire n'était pas un avantage commercial. C'était une question de survie. Pendant que des soldats mouraient dans des tranchées boueuses, une guerre totalement différente se jouait dans des salons feutrés et des arrière-salles de café de montagne. Une guerre sans uniforme, sans armes visibles, menée par des hommes en costume qui portaient des mallettes et parlaient doucement. Et cette guerre invisible a peut-être pesé autant sur l'issue du conflit que n'importe quelle bataille rangée. Personne n'en parle dans les livres d'histoire, presque personne. Quand les observateurs en costume avaient quitté cette salle d'exposition industrielle avec leurs carnets bien remplis, ils savaient exactement ce qu'ils allaient rapporter à leurs supérieurs. Le tungstène n'était plus un simple matériau de laboratoire ou un composant d'ampoule. Il était devenu une pièce stratégique de première importance. Et très rapidement, les États en guerre ont compris que l'accès à ce métal conditionnait directement leur capacité à produire les outils qui fabriquaient les équipements militaires. Pas le métal lui-même sur le champ de bataille, les outils qui fabriquaient les pièces qui se retrouvaient ensuite dans les machines de guerre. Une chaîne invisible, mais réelle. Le problème pour les deux camps était géographique. Les réserves les plus accessibles et les plus abondantes de minerais de tungstène en Europe se trouvaient dans une région montagneuse d'un pays qui avait décidé de rester en dehors du conflit. Un pays neutre, avec un gouvernement qui observait la situation avec la prudence d'un homme assis entre deux feux. Ce pays ne vendait pas de matériel militaire, mais il vendait du minerai. Et le minerai de tungstène, en soi, n'était pas une arme. Alors les deux camps ont envoyé des agents. Ces agents n'étaient pas des espions au sens dramatique du terme. Ils ne portaient pas d'armes et ne sabotaient rien. Ils arrivaient dans les villages de montagne avec de l'argent et des contrats rédigés au nom de sociétés commerciales dont le siège social existait sur le papier, mais pas dans la réalité. Ils rencontraient les propriétaires de terrain, les responsables des petites mines locales, les intermédiaires qui connaissaient tout le monde et pouvaient faciliter les transactions. Ils offraient des prix. L'autre camp offrait des prix plus élevés. Le premier camp montait encore. En quelques semaines, le prix du minerai avait été multiplié par des facteurs que personne dans ces montagnes n'aurait cru possible. Des hommes qui n'avaient jamais eu beaucoup d'argent se retrouvaient à négocier des sommes qui représentaient plusieurs années de revenus, en une seule transaction. Ce qui se passait dans ces villages avait quelque chose d'absurde et de fascinant en même temps. Les habitants ne savaient pas pourquoi ce minerai valait soudain autant. Ils ne savaient pas que des outils fabriqués avec ce métal étaient en train de fraiser des pièces d'acier dans des usines à des centaines de kilomètres de là. Ils ne savaient pas que des ingénieurs militaires des deux camps étudiaient les rapports d'approvisionnement avec une attention anxieuse. Ils savaient juste que quelqu'un voulait acheter ce qu'ils pouvaient extraire de leurs roches, et qu'il valait mieux vendre vite avant que les prix redescendent. La logique du marché, pure et simple, appliquée à une ressource dont l'enjeu réel était complètement opaque pour ceux qui la tenaient entre leurs mains. Julien avait lu des témoignages de l'époque, retrouvés dans des archives régionales. Un vieux négociant local avait noté dans son journal qu'il avait eu en même temps, la même semaine, 2 acheteurs potentiels pour le même lot de minerais. Chacun prétendant représenter une entreprise différente, chacun proposant un prix légèrement supérieur à l'autre, et chacun refusant poliment de donner des détails sur la destination finale de la marchandise. Le négociant avait vendu au plus offrant, noté la transaction avec soin, et n'avait plus jamais eu de nouvelles de l'acheteur. Le minerai avait disparu dans la chaîne logistique de la guerre comme un caillou dans une rivière. Sans bruit, sans trace visible. Ce que Julien trouvait particulièrement troublant dans cette histoire, c'est le parallèle avec ce qu'il avait découvert des décennies plus tard dans ce couloir silencieux.
Dans les deux cas, le tungstène circulait discrètement. Traçait un chemin invisible entre des mains qui ne savaient pas tout ce qu'elles tenaient, et finissait par peser sur des décisions dont l'enjeu dépassait de loin la simple transaction commerciale. Un minerai vendu par un paysan finançait une chaîne de production qui décidait en partie qui pouvait fabriquer quoi et à quelle vitesse. Une pierre calibrée vendue lors d'une vente aux enchères représentait une fraude dont la mécanique reposait sur une propriété physique vieille de milliards d'années. Le métal changeait de contexte, sa façon d'être invisible restait exactement la même. La guerre s'est terminée, les agents sont partis, les contrats ont expiré. Et ce qui s'est passé ensuite dans ces villages de montagne est peut-être la partie la plus brutalement honnête de toute cette histoire. En quelques mois, les prix du minerai se sont effondrés, pas progressivement, brutalement. Les acheteurs avaient disparu, les contrats n'étaient pas renouvelés, et la demande qui avait artificiellement gonflé les prix pendant des années venait de s'évaporer d'un coup. Les mines qui avaient ouvert en urgence pour profiter de la fièvre ont fermé aussi vite qu'elles avaient ouvert. Les hommes qui avaient abandonné leurs champs et leurs troupeaux pour creuser se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain. Les familles qui avaient commencé à construire des maisons plus grandes, à acheter des vêtements neufs, à envoyer leurs enfants dans de meilleures écoles, ont dû recalculer tout ça en quelques semaines. Ce n'était pas une catastrophe au sens dramatique. Personne n'était mort de faim. Mais il y avait quelque chose de particulièrement cruel dans la façon dont cet épisode s'était terminé. Ces gens avaient eu, pendant quelques années, une fenêtre sur une vie différente. Pas une promesse, pas un rêve vague, une réalité concrète, avec des billets qu'on tenait dans la main et des projets qu'on commençait à concrétiser. Et cette fenêtre s'était refermée sans prévenir, de l'extérieur, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec leur travail ou leur choix. La richesse leur avait été apportée de l'extérieur, elle était repartie de l'extérieur. Ils n'avaient jamais vraiment contrôlé ni l'une ni l'autre. Le tungstène avait traversé leur vie comme il traversait tout le reste, en laissant des traces, mais sans jamais appartenir vraiment à personne. Les montagnes étaient restées là, les galeries s'étaient remplies d'eau. Les enfants avaient grandi avec les histoires de leurs parents sur ces années étranges où un caillou noir valait une fortune. Et une génération plus tard, exactement la même chose allait se reproduire. Avec les mêmes montagnes, le même minerai, et une guerre encore plus dévastatrice que la première. La Deuxième Guerre mondiale a rejoué exactement le même scénario dans les mêmes montagnes, avec les mêmes familles, les mêmes mines et les mêmes mallettes d'argent qui changeaient de main dans les mêmes arrière-salles. Mais cette fois, les règles étaient plus dures, les sommes plus grandes, et la violence qui flottait dans l'air était beaucoup plus concrète. Les enfants qui avaient entendu leurs parents raconter la première fièvre du tungstène se retrouvaient maintenant adultes, avec leurs propres enfants, à revivre exactement la même histoire. Sauf que cette fois, certains d'entre eux n'en sont pas ressortis indemnes. Les réseaux mis en place par les deux camps pendant ce second conflit étaient incomparablement plus sophistiqués que tout ce qui avait existé avant. Ce n'étaient plus des négociants indépendants qui arrivaient avec des valises. C'étaient des structures entières, des sociétés commerciales créées spécifiquement pour ce trafic, avec des directeurs locaux parfaitement intégrés dans le tissu économique du pays neutre. Des comptes dans des banques de pays tiers, des chaînes de revente à plusieurs niveaux, qui rendaient l'origine et la destination finale du minerai presque impossible à retracer officiellement. Sur le papier, tout était légal. Un acheteur local achetait du minerai à une mine locale. Il le revendait à une société intermédiaire. Cette société le revendait à une autre. Après 3 ou 4 transactions, la marchandise disparaissait dans le flux commercial général et réapparaissait là où on en avait besoin, à des milliers de kilomètres de là, dans des usines dont la production alimentait directement la machine de guerre. Ce qui avait changé par rapport à la Première Guerre, c'était aussi l'atmosphère dans les villages. Julien avait lu des témoignages de cette période, des récits recueillis par des journalistes régionaux des décennies après les faits, quand les anciens avaient commencé à parler. Ces témoignages décrivaient une ambiance tendue, presque électrique. Les convois de minerais étaient suivis sur les routes de montagne. Des hommes postés à des carrefours notaient les passages, les horaires, les plaques des véhicules. Des entrepôts changeaient de propriétaire dans la nuit, officiellement rachetés,
pratiquement confisqué par une partie ou une autre via des intermédiaires. Deux équipes de négociateurs rivaux s'étaient retrouvées face à face dans la cour d'une ferme isolée, un soir de pluie, pour le même lot de minerais. La tension avait été palpable. Personne n'avait bougé pendant plusieurs minutes. Puis l'une des équipes était repartie sans un mot, les mains vides, sous la pluie fine qui rendait les chemins de terre glissants et noirs. Le dirigeant du pays neutre observait tout ça avec la patience froide d'un joueur d'échecs qui ne bouge pas tant que la position n'est pas mûre. Il laissait les deux camps se battre à coups de prix et d'enchères. Il encaissait les taxes sur les exportations. Il maintenait des relations commerciales avec les deux parties simultanément, ce qui lui permettait de ne pas choisir officiellement, et donc de préserver une liberté d'action que la plupart des pays autour de lui avaient perdue depuis longtemps. C'était un équilibre précaire, inconfortable, moralement ambigu. Mais c'était un équilibre qui fonctionnait, jusqu'au moment où il a cessé de fonctionner. Les Alliés, en avance militaire claire dans la dernière phase du conflit, ont posé un ultimatum net et sans ambiguïté. Les exportations de tungstène vers le camp adverse devaient cesser complètement et immédiatement. En échange, les liens commerciaux, financiers et diplomatiques avec le monde occidental seraient préservés. En cas de refus, ces liens seraient coupés. Pour l'économie du pays neutre, qui dépendait de ses échanges avec l'Occident pour une part essentielle de son fonctionnement, la menace était réelle et crédible. Ce n'était pas du bluff. Les deux parties le savaient. Le dirigeant a pris sa décision. Une lettre administrative. Quelques paragraphes en langage officiel. L'arrêt total et immédiat de toutes les exportations de tungstène vers le camp adverse. Ce document, signé dans un bureau calme d'une capitale lointaine, a eu des effets concrets et mesurables à des centaines de kilomètres de là. Dans les grandes usines du camp adverse, les outils de coupe disponibles ont commencé à s'user plus vite que les stocks de remplacement ne permettaient de les remplacer. Les cadences de production ont ralenti. Dans un contexte où chaque semaine comptait, où les fronts avançaient et reculaient en fonction de ce que les usines pouvaient produire, ce ralentissement avait un poids réel. Pas décisif à lui seul, mais réel. Une signature dans un bureau, des machines qui tournent moins vite à des centaines de kilomètres. C'est exactement comme ça que le tungstène faisait la guerre, sans jamais toucher un champ de bataille. Et pourtant, ce n'était là qu'un des rôles que ce métal jouait dans ce conflit. Parce que le tungstène n'opérait pas seulement dans les usines et les négociations diplomatiques. Il était aussi présent dans quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus brutal et de beaucoup plus visible sur les champs de bataille. Sa densité extrême, cette densité presque identique à celle de l'or qui permettait la fraude que Julien avait découverte, était aussi ce qui le rendait idéal pour une toute autre application. Un projectile perforant a besoin de concentrer un maximum de masse dans un minimum de volume, et de maintenir cette masse intacte à l'impact. Un matériau mou se déforme, s'aplatit, dissipe son énergie en surface. Un matériau dense et dur maintient sa forme, concentre toute sa force cinétique sur un point minuscule et perce là où les autres matériaux s'écrasent. Le carbure de tungstène, ce composé qui mêle le tungstène au carbone et qui est presque aussi dur que le diamant, était utilisé comme noyau dans certains projectiles spécialement conçus pour pénétrer le blindage des véhicules. Un cylindre de ce matériau, logé à l'intérieur d'un projectile ordinaire, ne se déformait pas à l'impact. Il traversait l'acier blindé là où un projectile classique se serait simplement écrasé contre lui. Des blindages qui auraient résisté à n'importe quel autre tir ordinaire devenaient vulnérables à ce noyau gris et silencieux que personne ne voyait avant que les dégâts soient faits. Ce qui rend cette réalité particulièrement difficile à digérer, c'est l'indifférence absolue du matériau à son usage. Le même carbure de tungstène qui perçait des blindages se retrouvait aussi dans les outils de chirurgie, dans les équipements de forage utilisés pour construire des infrastructures civiles, dans les instruments de précision des laboratoires. La matière ne choisit pas, elle a des propriétés. Ce sont les humains qui choisissent comment les employer. Et pendant ce conflit, les humains avaient choisi d'employer ces propriétés dans les deux directions simultanément, pour construire et pour détruire, parfois avec les mêmes fours, les mêmes machines, les mêmes mains. Julien avait pensé à ça longtemps, assis à sa table avec ses notes étalées devant lui. Ce métal qui avait traversé des milliards d'années depuis l'explosion d'une étoile morte
qui avait été maudit par des fondeurs, ignoré pendant un siècle, transformé en lumière par un ingénieur obsessionnel, utilisé secrètement dans des guerres mondiales. Ce métal était maintenant au centre d'une fraude financière contemporaine. Et la propriété physique qui rendait cette fraude possible, cette densité presque identique à celle de l'or, était exactement la même que celle qui avait rendu ce métal utile dans des projectiles perforants. Tout était lié. Tout avait toujours été lié. Et cette connexion n'avait rien de poétique. C'était juste de la physique, froide et constante, qui se manifestait différemment selon l'époque et selon qui tenait le métal entre ses mains. Chaque fois que vous passez une radio, c'est le tungstène qui dessine vos os sur l'écran du médecin. Pas une métaphore, pas une approximation. Le tungstène est littéralement au cœur du dispositif qui produit ces images, depuis plus d'un siècle, dans chaque hôpital, chaque cabinet de radiologie, chaque service d'urgence du monde entier. Et la quasi-totalité des gens qui passent sous cet appareil ne savent pas que ce métal qui a traversé des guerres mondiales et servi de noyau à des projectiles perforants est en train de photographier leurs poumons. Voilà comment ça fonctionne. À l'intérieur d'un tube radiologique, des électrons sont accélérés à des vitesses considérables et projetés contre une cible métallique. Cette collision produit deux choses simultanément. Un rayonnement que le médecin utilise pour former l'image et une chaleur massive, parce que la conversion n'est jamais parfaite. Environ 1% de l'énergie des électrons devient du rayonnement utile. Les 99% restants deviennent de la chaleur pure. La cible qui reçoit ce bombardement continu doit donc être capable d'absorber des températures extrêmes, heure après heure, jour après jour, pendant des années. Il n'existe qu'un seul métal qui réponde à cette exigence de façon fiable et économiquement viable sur la durée: le tungstène. Sa résistance à la chaleur, cette propriété que Nikola avait exploitée pour fabriquer des filaments d'ampoule, est exactement ce qui le rend indispensable dans les tubes radiologiques. Le même métal, la même propriété, un usage différent. Cette cohérence est l'une des choses qui fascinait Julien dans toute cette histoire. Le tungstène ne changeait pas. C'était le contexte autour de lui qui changeait, et à chaque fois, ses propriétés trouvaient une nouvelle application que personne n'avait anticipée. La densité du tungstène, cette densité presque identique à celle de l'or qui rendait la fraude possible, avait elle aussi trouvé une application médicale directe. Un écran de protection contre les rayonnements doit être suffisamment dense pour absorber les particules énergétiques avant qu'elles ne traversent. Le plomb a longtemps été le matériau standard pour ça, mais le plomb est toxique, lourd à manipuler, et présente des contraintes environnementales de plus en plus difficiles à ignorer. Un écran en tungstène offre la même protection avec une épaisseur 2 fois moindre, sans toxicité, avec une durée de vie supérieure. Les tabliers de protection portés par les radiologues, qui font des centaines d'examens par semaine, sont de plus en plus souvent faits de composites contenant du tungstène. Moins lourd sur les épaules, même protection. Le métal qui avait servi à fabriquer des projectiles perforants protégeait maintenant les médecins des effets des rayonnements qu'ils utilisaient pour soigner. Et puis, il y a les puces. Julien avait posé son téléphone sur la table, un soir, et il avait regardé ce rectangle de verre et de métal pendant un long moment en pensant à ça. À l'intérieur de cet objet que tout le monde tient dans sa main des dizaines de fois par jour, il y a un processeur. Ce processeur contient des milliards de transistors empilés en couches microscopiques. Ces couches ont besoin d'être connectées électriquement entre elles par des contacts verticaux d'une finesse qui dépasse l'entendement, quelques nanomètres de diamètre, invisibles à l'œil nu, impossible à voir sans microscope électronique. Ces contacts sont en tungstène. Pourquoi le tungstène et pas autre chose? Parce que la fabrication des puces est un processus à haute température, avec des gaz corrosifs, des réactions chimiques précises, des contraintes thermiques que la plupart des métaux ne supportent pas sans se déformer, sans diffuser dans les matériaux voisins, sans créer des courts-circuits microscopiques qui détruisent le circuit entier. Le tungstène supporte tout ça sans bouger. Il reste à sa place, il conduit l'électricité correctement, il ne contamine pas le silicium autour de lui. C'est le seul métal qui coche toutes les cases simultanément pour cette application précise.
Et donc, tous les grands fabricants de puces du monde utilisent du tungstène dans leurs processeurs depuis des décennies et continueront à en utiliser parce que changer ce matériau impliquerait de réécrire entièrement des procédés de fabrication perfectionnés sur 30 ans. Ce métal maudit par des fondeurs anonymes dans des galeries sombres est aujourd'hui le fondement silencieux de toute l'infrastructure numérique mondiale. Pas une exagération, littéralement. Chaque calcul effectué par chaque ordinateur, chaque message envoyé, chaque transaction financière traitée, chaque image stockée, passe par des composants dont les connexions internes sont en tungstène. Et personne n'en parle. Personne n'y pense. C'est invisible, et c'est précisément pour ça que ça fonctionne. Mais cette invisibilité avait un revers que le monde avait mis du temps à comprendre, et dont les conséquences s'étaient révélées bien plus sérieuses que ce que la plupart des gens imaginaient. Un seul pays contrôle environ 80% de la production mondiale de tungstène. Pas 40%, pas 60%, 80%. Ce chiffre, quand Julien l'avait vu pour la première fois dans un rapport d'analyse industrielle, lui avait fait l'effet d'une gifle froide. 80% d'un métal indispensable à la médecine, à l'électronique, à l'industrie de précision, à la défense, concentré dans les mains d'un seul acteur. Ce n'est pas une position dominante sur un marché, c'est une clé de voûte. Retirez cette clé et l'édifice entier tremble. Ce pays avait construit cette position sur des décennies de travail systématique. Ces gisements géologiques étaient exceptionnellement riches, c'est vrai. Mais la géologie ne suffit pas à expliquer 80%. Il y avait eu aussi une politique industrielle délibérée, des investissements massifs dans les infrastructures d'extraction et de transformation, des prix maintenus suffisamment bas pour décourager les concurrents potentiels ailleurs dans le monde d'investir dans leurs propres mines. Pendant que les pays occidentaux se concentraient sur d'autres priorités, une position de monopole s'était constituée lentement, silencieusement, sans que personne ne lève vraiment la main pour signaler le problème. Et puis un jour, ce pays a décidé de réduire drastiquement ses quotas d'exportation de tungstène. Pas de fermeture totale, juste une réduction significative, accompagnée d'une justification officielle sur la protection environnementale et la régulation du secteur minier. La justification était partiellement vraie, mais le résultat, lui, était immédiat et brutal. Les prix sur les marchés internationaux ont bondi. Les fabricants d'outils industriels en Europe et en Asie se sont retrouvés face à des délais d'approvisionnement allongés et des coûts en forte hausse. Les producteurs d'équipements médicaux ont dû revoir leur chaîne de fourniture. Les industries de défense ont commencé à constituer des stocks d'urgence. Et partout, la même question s'est posée avec une urgence soudaine. Comment avait-on pu laisser une dépendance aussi critique s'installer sans même la remarquer? La réponse était simple et inconfortable. Parce que le tungstène était invisible. Parce qu'il était dans les perceuses, dans les puces, dans les tubes radiologiques, dans les contacts minuscules qu'on ne voit jamais. Parce que tout ce qui est omniprésent finit par devenir transparent. Et ce qui est transparent ne semble jamais urgent jusqu'au moment où ça disparaît. Le métal que personne ne regardait était en train de devenir le levier géopolitique le plus discret et le plus efficace du monde contemporain. Et personne, ou presque, n'avait vu venir. Des scientifiques ont découvert des organismes vivants qui meurent si on leur retire le tungstène. Pas qui souffrent, pas qui s'affaiblissent, qui s'arrêtent de fonctionner complètement, comme une machine à laquelle on coupe le courant. Ce métal que personne ne regarde, que les fondeurs maudissaient, que les espions se disputaient en silence dans des arrière-salles de montagne, est le carburant biologique de certaines formes de vie sur cette planète. Et ce détail change absolument tout ce qu'on pensait savoir sur l'histoire de la vie elle-même. Ces organismes vivent dans des endroits que la plupart d'entre nous n'associeraient jamais à la vie. Des sources hydrothermales sous-marines, là où des fissures dans le fond des océans crachent de l'eau à des températures qui avoisinent 100 degrés, chargées de minéraux dissous, dans une obscurité totale et sous une pression écrasante. Pas de lumière, pas d'oxygène. Une chaleur qui détruirait n'importe quelle cellule ordinaire en quelques secondes. Et pourtant, là, des micro-organismes prolifèrent. Ils se reproduisent, ils métabolisent, ils s'organisent. Appelons l'un d'eux le survivant, parce que c'est exactement ce qu'il est.
un survivant de conditions que la vie telle qu'on la connaît aurait fuite depuis longtemps. À l'intérieur des cellules de ce type d'organisme, des enzymes travaillent. Ces enzymes sont des structures protéiques complexes qui gèrent toute la chimie de la cellule, la production d'énergie, la transformation des nutriments, les réactions qui maintiennent le tout en vie. Et au cœur de certaines de ces enzymes, là où se trouve le site actif, l'endroit précis où la réaction chimique se produit, il y a un atome de tungstène. Pas de fer, pas de zinc, pas de cuivre, du tungstène. Retirez ce tungstène de l'environnement de cet organisme et l'enzyme perd sa fonction. La cellule ralentit, l'organisme s'éteint. Pourquoi le tungstène et pas autre chose? La réponse tient dans la chimie comparative de deux éléments qui se ressemblent beaucoup. Le tungstène et le molybdène sont voisins dans le tableau périodique. Ils ont des comportements chimiques proches, forment des composés similaires, peuvent jouer des rôles biologiques analogues. Le molybdène est d'ailleurs présent dans les enzymes de la très grande majorité des êtres vivants connus, y compris nous. Mais il y a une différence cruciale entre les deux. À haute température, au-delà de 60 ou 70 degrés, les enzymes contenant du molybdène commencent à se dénaturer. Leur structure protéique se défait comme un tricot qu'on tire par un fil. Elles perdent leur forme et cessent de fonctionner. Les enzymes contenant du tungstène, elles, résistent. Elles continuent à travailler là où les autres s'effondrent. Exactement comme le filament de Nicolas continuait à briller là où tous les autres matériaux avaient cédé. Et c'est là que cette observation biologique rejoint quelque chose de vertigineux. La Terre primitive, il y a plus de 3 milliards d'années, était un endroit radicalement différent de ce que nous connaissons. Pas d'oxygène dans l'atmosphère, des océans chauds, acides, chargés de minéraux. Une activité volcanique intense qui rendait les eaux hydrothermales abondantes et riches en substances dissoutes. Dans ces conditions, le molybdène était pratiquement inaccessible pour les premières formes de vie. Il se dissout bien dans l'eau, mais seulement en présence d'oxygène. Sans oxygène, il reste piégé dans les minéraux, indisponible. Le tungstène, lui, se dissout dans les eaux chaudes, même sans oxygène. Il était là, accessible, en quantité suffisante pour être utilisé. La théorie que certains biochimistes avancent est la suivante. Les premières enzymes qui ont utilisé un atome métallique comme outil chimique n'utilisaient pas du molybdène. Elles utilisaient du tungstène. Ce métal a peut-être été le premier catalyseur métallique de l'histoire de la vie sur Terre. La première clé chimique qui a permis à des réactions biologiques de se produire de façon stable et reproductible dans un environnement hostile. Quand l'oxygène est apparu dans l'atmosphère, produit par les premières bactéries photosynthétiques, le molybdène est devenu soluble et disponible. Plus stable à basse température, plus adapté à un monde qui refroidissait et s'oxygénait, il a progressivement remplacé le tungstène dans la biochimie de la plupart des organismes. Mais les descendants de ces premières formes de vie, ceux qui sont restés dans les environnements chauds et sans oxygène, ont conservé le tungstène. Ils vivent encore aujourd'hui dans ces sources hydrothermales, avec leur biochimie vieille de milliards d'années, comme des fossiles vivants qui témoignent de ce que la vie était avant que le monde change. Ce métal n'est pas seulement dans votre téléphone et dans vos outils. Il était peut-être dans la première cellule vivante qui a jamais existé sur cette planète. La chaîne qui relie l'explosion d'une étoile morte à la vie sur Terre passe par le tungstène. Ce n'est pas une image poétique. C'est une hypothèse sérieuse, étayée par des données biochimiques réelles, que des chercheurs continuent d'explorer activement. Et Julien, assis à sa table avec ses notes sur la fraude aux pierres calibrées, avait lu tout ça le soir même où il avait compris l'ampleur de ce qu'il tenait entre ses mains. Parce que c'est exactement ça, le tungstène. On croit tenir une chose, et on tient en réalité quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose dont les racines descendent plus profondément que tout ce qu'on imaginait. Revenons à Julien. Revenons à ce mardi matin dans ce couloir silencieux, à cet homme en costume qui lui avait murmuré quelques mots et disparu. Revenons au lot 47, à ces pierres calibrées qui avaient passé 3 contrôles et qui cachaient peut-être un noyau de tungstène sous leur surface parfaite. Revenons à l'appel anonyme d'un numéro masqué, à un verre de vin blanc posé sur le carrelage de la cuisine,
à ce moment précis où quelque chose avait basculé. Julien avait passé des semaines à reconstituer ce qu'il savait. Il avait contacté discrètement 2 spécialistes en mesure ultrasonique. Il avait obtenu l'autorisation de tester les pierres du lot 47 avec un équipement adapté, en dehors des protocoles habituels, sous couvert d'une vérification technique ordinaire. La mesure avait pris moins de 30 secondes par échantillon. La vitesse de propagation du son dans chaque pierre avait été relevée avec précision. Et sur les 12 échantillons, 7 avaient montré une vitesse correspondant non pas au matériau affiché, mais au tungstène. 7 sur 12, plus de la moitié du lot. Des noyaux de tungstène soigneusement ajustés au poids exact, recouverts d'une couche mince mais parfaite du vrai matériau, vendus lors d'une vente aux enchères officielle avec des certificats d'authenticité en bonne et due forme. La fraude n'était pas grossière, elle était méticuleuse. Elle supposait une connaissance précise des procédures de vérification standard, de leurs limites, de ce qu'elle cherchait et de ce qu'elle ne cherchait pas. Elle supposait aussi une connaissance de la physique du tungstène que très peu de personnes possèdent naturellement. Quelqu'un avait fait ses devoirs. Quelqu'un avait compris, comme les mineurs saxons l'avaient compris à leur façon 300 ans plus tôt, que ce métal pouvait se substituer à autre chose sans que personne ne s'en rende compte. La méthode avait changé. La logique était exactement la même. Julien avait transmis ses résultats à l'autorité compétente. Il n'avait pas cherché à savoir ce qui s'était passé ensuite. Ce n'était plus son rôle. Son rôle avait été de regarder là où personne ne regardait, de mesurer ce que personne ne pensait à mesurer, de voir le tungstène là où tout le monde voyait autre chose. Il avait fait ce travail. La suite appartenait à d'autres. Ce qui lui restait, c'était cette pensée qu'il ne parvenait pas à écarter. Le tungstène avait traversé des milliards d'années depuis l'explosion d'une étoile. Il avait peut-être participé à la naissance de la vie. Il avait été maudit, ignoré, utilisé dans des guerres, transformé en lumière, intégré dans chaque puce numérique du monde, manipulé par des escrocs patients et intelligents. Et à chaque étape de ce parcours, il avait exploité exactement la même chose, l'inattention des humains, leur tendance à ne pas regarder ce qui est trop présent pour sembler important. Ce métal n'avait jamais essayé de tromper qui que ce soit. Il était juste là, avec ses propriétés, immuable, indifférent, attendant que quelqu'un prenne la peine de vraiment regarder. La leçon que Julien en tirait n'était pas une leçon de méfiance, c'était une leçon d'attention. Les choses les plus déterminantes dans une vie, dans une économie, dans une civilisation, ne sont presque jamais les plus visibles. Elles sont dans les connexions microscopiques qu'on ne voit pas, dans les minéraux que personne ne regarde, dans les murmures de couloirs qu'on choisit d'entendre ou pas. Ce qui change tout est rarement spectaculaire. Il est juste là, dense et silencieux, à attendre qu'on le cherche vraiment. Et maintenant, une question pour vous. Si un métal que personne ne regardait a pu simultanément alimenter des fraudes financières, décider en partie de l'issue de 2 guerres mondiales, donner naissance à la physique quantique et peut-être avoir été le premier outil chimique de la vie sur Terre, qu'est-ce que ça dit de toutes les autres choses que vous avez sous les yeux en ce moment et auxquelles vous ne faites pas attention? Qu'est-ce que vous ignorez qui est peut-être en train de tout changer autour de vous sans que vous le voyiez? Écrivez votre réponse en commentaire, je lis tout. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas hier, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-ci à raconter. Des histoires qui se cachent dans les endroits où personne ne pense à regarder.